nous voilà avec notre deuxième présentatrice, c'est Lisa Amar, qui est étudiante au doctorat en littérature à l'UQAM. Le fun fact de Lisa, elle est née le 1er novembre 1997, même anniversaire que la libération algérienne, dont la révolution a commencé le 1er novembre 1954. Hasard? On ne le pense pas. Donc, elle nous présente aujourd'hui Le poète est un voyou, poésie et lutte sociale. On l'applaudit. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Au fond, on m'entend bien, ça va? Oui. Ok, super. Alors, donc, le poète est un voyou, poésie et lutte sociale. Donc, ça, le poète est un voyou, entre guillemets, parce que c'est une citation que j'ai trouvée dans l'épigraphe de cette note des éditeurs d'un livre que j'ai ramené ici. Donc, c'est Juste au-dessus du silence de Anna Grecki. Vous pourrez le consulter après si vous voulez. Et donc là, le poète est un voyou, ça renvoie à des voyous au sens littéral, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la prison, etc. Mais moi, on ne va pas parler de ça, enfin, un petit peu, mais pas uniquement. Alors ça, c'est moi et Mehdi. Alors ça, c'est Mehdi et moi. Mehdi, c'est un rappeur français pour les personnes qui ne connaissent pas. J'avais 18 ans, donc il ne faut pas juger. Et ça, c'est une photo de... Ça, c'est une photo de mon mémoire et moi, parce que ouais, j'ai fait un selfie avec mon mémoire, parce que je suis trop fière de moi. Et donc si j'ai mis ça, c'est parce que, enfin, vous raconter un peu déjà comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que je fais en littérature. Moi-même, des fois, je me le demande. Mais en fait, c'est parce que j'ai toujours été très fan de rap, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et donc, je me suis naturellement... Enfin, non, en fait, je me suis dirigée vers les études de lettres, parce que j'étais genre, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et ensuite, j'ai bien aimé. Et ensuite, je me suis spécialisée très naturellement en poésie. Et c'est qu'après que je me suis dit, mais c'est peut-être lié au fait que tu sois fan de rap à la base. Donc, j'ai créé un mémoire en partie sur le rap. Et c'est pour ça que j'ai initié mon mémoire. Et voilà, c'est juste pour raconter ma vie. Mais en fait, on associe beaucoup, enfin, c'est aussi parce qu'on associe beaucoup la poésie à un truc très amoureux. Donc, la poésie, c'est le lyrisme, c'est les histoires d'amour. C'est pour, tu sais, ton ex, il t'a envoyé un message, du coup, t'es pas bien, tu lis des poèmes, machin, c'est toxique. Enfin, vous voyez l'énergie. Et moi, c'est pas du tout ma conception de la poésie. Et surtout, je sais qu'il y en a d'autres, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, la poésie. Et il y a des choses qui sont un peu plus sérieuses, un peu plus intéressantes. Enfin, moi aussi, je dis la poésie amoureuse, ne vous inquiétez pas, mais là, c'est pas... l'idée, c'est aussi de sortir un petit peu de ce truc-là. Surtout que dans la poésie amoureuse, la femme, c'est un peu genre la muse du poète, elle inspire, mais genre, elle n'écrit pas de poésie, elle n'a rien à dire. Et quand elle a quelque chose à dire, c'est forcément ça s'adresse au poète. Et moi, ça me fatigue un peu cette conception des choses. Donc, d'où mon sujet, en fait. Et donc, de quoi parle-t-on? Enfin, de quelle poésie parle-t-on, surtout? Donc là, je vous présenterai quelques poétesses que j'aime beaucoup. Et ensuite, je vous présenterai quelques réflexions générales. Je poserai quelques questions sur ce qu'on aura vu ensemble. Donc là, c'est Anna Grecki, donc, qui est une poétesse algérienne, communiste, qui est engagée au sein du Front de libération nationale pendant la guerre de libération algérienne. Et donc, elle a été éditée très récemment, en fait, aux éditions Terra, donc une maison d'édition tunisienne qui a vocation à remettre à jour un petit peu ce genre de poétesse qu'on ne valorise pas forcément dans l'histoire littéraire. Et donc là, on a un extrait de son poème « J'écris pour nous ». Je vais vous le lire parce que je suis gentille. Je ne mens pas, je dis la vérité, qui n'est pas faite de pain béni et de fraîche, mais de franchise avec mes camarades, d'intelligence de corps avec mes camarades. Nous savons la valeur de la violence, nous voilà durs avec nous-mêmes, durs, car nous savons le prix de la tendresse et qu'elle se gagne et qu'elle se paie. Donc on remarque le vocabulaire communiste, hein, mes camarades, on remarque aussi qu'elle ne parle pas du tout de mec, mais elle est dans d'autres thématiques. Donc elle écrivait quand elle était emprisonnée, donc en tant que prisonnière politique. Alors ensuite, c'est qui Alice? Donc ça, c'est une poétesse française que j'aime beaucoup. Donc poétesse afroféministe. Et là, son poème, c'est Âme afropéenne. J'ai mis un petit extrait. Assimilation, dissolution. Dans mon âme retentit une explosion, un cri fissure le létau. Ma peau scande le mot afro. Nos bouches chantent les gloires de nos aïeux pour laver tous ces esprits creux. Ça, c'est Soie de la Bise. Alors, Soie de la Bise, c'est une poétesse, romancière, etc. Franco-algérienne. Et là, je vous ai mis un poème de son dernier peu qu'elle a publié, Je franchis les barbelés. Toi, Cosette, moi, Gavroche, au jeu de récréation, les misérables c'était nous, en classe de français, nous annoncions ton nom, liberté, sur le cahier d'écolière.
Ni Hugo, ni Éluard n'ont écrit un seul mot pour nous autres, poussière de colonisés. Lisette Lambé. Donc, elle, c'est une poétesse, performeuse et plein d'autres choses, une artiste incroyable, qui est belgo-congolaise. Et là, je vous ai mis un extrait du poème Cycloparade. Voilà ce que je verrai. Un majestueux animal collectif, un gigantesque poisson aux écailles métalliques, avec chaque écaille femme, chaque écaille fille, chaque écaille mère, armée à sa manière pour riposter contre la violence du système. Alors, on peut se demander pourquoi on n'écrit pas des poésies pour parler de fleurs et de papillons, et à côté, on fait de la politique, on est engagé en politique. Pourquoi on fait de la poésie et de la politique ensemble? Pourquoi on parle de politique dans la poésie? J'ai quelques petites pistes de réponses. Alors, déjà, peut-être pour proposer une autre vision du monde. Alors, qu'est-ce que j'entends par autre vision du monde? Là, j'ai une citation de Bell Hooks qui dit « Le pouvoir de cette parole n'est pas seulement de permettre la résistance à la suprématie blanche, mais aussi de bâtir un espace pour la production culturelle et les épistémologies alternatives, c'est-à-dire pour d'autres formes de pensée et de connaissances indispensables pour créer une vision du monde contre-hégémonique. » Donc là, ce qui nous intéresse, c'est créer une vision du monde contre-hégémonique et les productions culturelles, parce qu'on est dans la production culturelle pour la poésie. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une vision du monde contre-hégémonique? C'est tout simplement une vision du monde qui va à rebours des normes dominantes et de la vision du monde qu'on nous présente tout le temps, en fait. Donc, proposer un autre regard sur le monde que le dominant, j'entends, bien sûr. Autre piste, peut-être pour transmettre. Et là, je vous renvoie donc au poème à l'extrait de poème qu'on avait lu de Lisette Lambé, Cycloparade. Donc ici, c'est une capture d'écran en fait du site de la Cycloparade, en fait, qui est une manifestation féministe à Liège qui a lieu tous les ans, donc le 8 mars. Là, vous avez celle du non, là, c'est Cycloparade du mars 2023, parce que la 2022 vient de passer, et que j'ai fait la capture d'écran après. Mais donc, ça renvoie en fait à une vraie manifestation. Et je pense qu'il y a là, dans la poésie, une forme d'écho à des choses, des actions politiques qui ont lieu dans la vie réelle, entre guillemets. Et je pense que c'est hyper important, c'est ce qui permet aussi de transmettre certaines choses qui sont passées et certaines choses qui se passent, sachant qu'aussi dans les recueils que je vous ai présentés, en fait, les figures maternelles sont extrêmement importantes. Figures maternelles, mais plus largement les aïeux et les aïeules. Et je pense que c'est aussi parce que la poésie vient être un lieu de transmission d'histoire, d'histoire avec un S au pluriel, qui généralement, en fait, on ne transmet pas assez, ou parfois on a du mal à les transmettre pour plein de raisons. Et ensuite, peut-être dans un but thérapeutique par la transformation du langage et la fédération. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Là, je vous ai mis quelques citations qui me parlent beaucoup. Donc là, la première, c'est de Mahmoud Darwish, qui est un auteur palestinien, poète palestinien. Donc lui, c'est un voyou, par contre. J'aime la poésie parce qu'elle me fait don d'une force, même fictive. Pourquoi le geôlier ne chante-t-il pas? Le captif chante parce qu'il est seul avec lui-même, alors que le geôlier n'existe qu'avec l'autre qu'il garde. À méditer. Alors, je vous ai mis une citation de Fahima Manzorkan, qui est une poétesse britannique que j'aime beaucoup aussi, très engagée aussi, mais plus contemporaine, elle, donc vous la trouvez sur Instagram. Mais sérieusement, enfin, tu publies des poèmes sur Instagram, allez voir. Mais donc, je vous ai mis une citation dans ces poèmes. Sometimes a poem is not enough because it is only words, and sometimes a poem is too much because it is words, but it is so much to exist outside their mouth. Donc il y a vraiment ce truc d'exister en fait ailleurs que dans la représentation, dans le discours dominant. Et donc là, je pense qu'à l'échelle du poète, il y a vraiment un truc thérapeutique qui se joue en fait, genre reprendre le contrôle sur soi, etc. Et enfin, là, je vous ai mis un truc un petit peu plus relou, on va dire. C'est la valeur transitive de la voix. Ça, c'est toute la théorie, mais la valeur transitive de la voix, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, les poétesses dont je vous ai parlé, généralement, c'est des poétesses qui font aussi de la scène. Donc, en fait, on se pose dans des endroits, on les trouve dans des théâtres pour les écouter, etc. Et donc, par la voix, elle crée quelque chose qui relève de la transmission et du partage. Il y a un moment collectif qui se fait. Et donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'hyper important. Donc, au niveau collectif aussi, en termes de transmission et de partage, parce que là, on est vraiment dans la fédération, on se retrouve tout dans le même endroit, et qu'on fait le même moment, etc., etc. Mais on verra que ça va un peu plus loin que ça. Et là, vous allez me dire, ok, c'est super, c'est génial. Par contre, en fait, pour enclencher des changements politiques, généralement, il faut un rapport de force. Là, je suis un peu un marxiste, mais il faut un rapport de force. Il faut en fait rejoindre une regard politique. Il faut vraiment créer un contre-pouvoir pour, faut de la politique, en fait. Faut faire de la politique, en fait, tout simplement, pas des poèmes.
Et c'est vrai, en fait. Donc, la poésie peut-elle pallier les injustices et les rapports d'exploitation, et j'insiste sur exploitation et de domination qui régissent notre société et le monde, comme dans un rapport de force qui est matériel? Qu'est-ce que peut la poésie, en fait? C'est une fausse question, en fait. Je pose la question pour dire que la question est nulle. C'est-à-dire que c'est pas le projet. En fait, la poésie n'est pas là pour changer le monde de cette manière, en fait. Elle ne veut pas se substituer, elle ne veut pas être là à la place de la politique et de l'engagement politique. Mais elle peut faire autre chose. Mais par la poésie, ils peuvent tuer le résistant. Non. Mais pas la résistance. Mais par la résistance. Oh my God. Ok. Pourquoi je vous ai mis cet extrait de Médine en fait, ce que je trouvais intéressant, le fait qu'ils mettent poète, poésie, résistant et résistance. En fait, il y a vraiment un truc. Je veux dire que dans l'imaginaire collectif, il me semble qu'il y a quelque chose à réactiver. Je dis réactiver parce que je trouve que c'est un peu mort, mais il faut réactiver tout ça. Qui lie la poésie à la résistance, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de poètes résistants. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un gros dossier. Mais voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus, en fait. On dit avec la musique. Aujourd'hui, j'affirme que la musique fait grandir. Pas une manif sans une chanson. Pas de révolution sans sa bande-son. Donc, il a dit. Il a dit pas de révolution sans sa bande-son. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Pas de révolution sans sa bande-son. Moi, j'ai envie de dire pas de révolution sans son poème, en fait. Vous allez voir pourquoi il dit ça. Sujet totalement autre. Enfin, a priori. Là, c'est une photo de la place de la République, le 13 juin 2020, donc Paris. 13 juin 2020, donc c'est une manif contre les violences et les crimes policiers qui avait été organisée par le collectif Justice et Vérité pour Adama. Donc Adama, c'est un homme mort qui a été tué par la police en 2016. En 2016, le jour de ses 24 ans. Et donc, suite à ça, il y a un collectif qui s'est formé et qui lutte en fait pour qu'il y ait un procès équitable autour de cette affaire et plus généralement contre les crimes racistes. D'État, j'entends, les crimes d'État racistes. Et donc, c'est en 2020, donc c'est après la mort de George Floyd aussi, qui était survenu en mai juste avant. Et donc, énorme manifestation. Donc, moi, j'étais près du camion jaune là-bas. C'est vrai en plus. Et en partant de la manif, je suis tombée sur ça. Donc ça, c'est un collage qui a été fait par un groupe afroféministe, donc un groupe de collage afroféministe. Donc elles ont collé plutôt à nos frères tués, à nos humanités révoltées. Et si vous avez bien suivi, je j'étais concentrée, à nos humanités révoltées, c'est le titre du recueil de Kélis, qui est une poétesse afroféministe parisienne. Et après, elles ont publié sur Instagram, elles ont mis un extrait d'un poème de Kélis qui est « Et si ton apparence dérange, colère, c'est bien qu'elle leur rappelle le lent morcellement de leur humanité. » Et donc, moi, là, j'ai une question. Comment on passe d'un recueil de poésie à un slogan sur un mur lors d'une des manifestations les plus importantes de ces dernières années en France, voire même de ces 30 dernières années en France? Je n'ai pas vraiment de question, mais je pense que c'est la vraie question. En tout cas, ce que ça me dit, c'est que l'opposition qu'on réfléchit souvent entre poésie, plus largement peut-être même art et action politique, n'est pas forcément pertinente. Il faut plutôt voir ça comme deux pôles, en fait, qui ne sont pas du tout les mêmes, qui n'aspirent pas aux mêmes objectifs, mais qui finalement peuvent extrêmement bien communiquer ensemble et s'enrichir. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour Lisa, des commentaires, des réflexions? C'est des questions. Oui. La manifestation, c'est quoi, je pense, ouais, en fait, c'était après la mort de George Floyd, donc le 25 mai 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on était en juin. Donc, il y avait, en fait, le collectif Justice et Vérité pour Adama, c'est un peu le plus gros collectif qui lutte contre les crimes policiers en France. Et donc, ils avaient organisé deux manifestations, une le 2 juin devant le tribunal, je ne sais plus le tribunal, bref, une le 2 juin et une autre le 13 juin, donc qui avait rassemblé plus de 80 000 personnes place de la République à Paris. Voilà, donc c'était contre les violences policières et les crimes racistes. Je la répéterai pour les personnes en Zoom. Tu as parlé de la poésie comme étant une solution thérapeutique, si on veut. Tu sais, il y
y a l'art-thérapie. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire s'il y avait de la poésie-thérapie ou je ne sais pas si ça fait partie intégrante de l'art-thérapie en soi. Alors, ta question, c'est est-ce que la poésie fait partie des arts-thérapies en général et est-ce qu'il y a de la poésie-thérapie? Oui, c'est ça existe quelque chose qui existe. Oui, complètement. Ouais. Bah, d'ailleurs, les poétises dont je vous parlais, je sais que le 17 janvier fait pas mal d'ateliers d'écriture. Alors, ce n'est pas forcément dit comme étant poésie-thérapie, mais je pense que c'est un peu ce qui se passe. Kémis aussi fait des ateliers de ce type. Et même si ce n'est pas affiché directement comme étant un moment thérapeutique, mais je sais qu'en vrai, ce qui s'y passe relève un petit peu de la thérapie et parfois même un peu de la thérapie collective. Genre, ça peut être des ateliers entre femmes. Je pense que c'est hyper intéressant ce genre de moment. Bonsoir, on va reprendre. Donc, notre prochaine présentation sera composée. On va avec Amina Mesdo, qui est étudiante au doctorat interdisciplinaire en santé et société à l'UQAM. Oui, OK. Pour relaxer, Amina fait de la bonne. Donc, on applaudit Amina qui nous rejoint par Zoom. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Ben, merci beaucoup. Merci de m'accueillir parmi vous ce soir puis de m'accommoder à distance. L'ambiance a l'air bonne chez vous, mais à distance aussi, en tout cas, on la ressent. Donc, merci beaucoup. Alors, ben voilà, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la proche aidance chez les communautés ethnoculturelles, puis quel type d'outils là pourraient nous aider à mieux voir clair là-dedans, dans cette problématique. Voici, donc mon but vraiment aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre avec vous à 3 questions principales. Qu'est-ce que la proche aidance déjà? Qui sont les personnes proches aidantes au Québec? Puis quel outil nous permettrait là, de mieux comprendre les réalités de la proche aidance chez les communautés ethnoculturelles? Donc, voici une définition de qu'est-ce qu'un proche aidant émise par le gouvernement du Québec, très récente, elle est très nouvelle, cette définition-là. Enfin, les proches aidants sont reconnus officiellement par le gouvernement du Québec. Et donc, grosso modo, c'est toute personne qui apporte un soutien à un membre de son entourage, qu'il soit un membre de sa famille ou pas, un soutien pour une incapacité temporaire ou permanente, qu'elle soit physique, psychologique, ou bien psychosocial. Et donc, le type de soutien, il peut être occasionnel ou continu. Et le but vraiment quand on est proche aidant, c'est de favoriser le rétablissement d'un proche ou d'améliorer son bien-être général. Et puis, la forme là, de cette activité-là, de ce soutien informel-là, peut prendre peut s'allier là, aux activités de vie quotidienne comme l'habillement, les tâches ménagères, l'aide au bain, aide aussi avec les repas ou aussi de gestion, la prise de médicaments, de rendez-vous médicaux, paiement de factures et évidemment le soutien, il est beaucoup émotionnel, donc rassurer, accompagner le proche, l'aider à relever des défis et tout ce type d'aide-là a quand même des répercussions de différentes natures sur les proches aidants, des répercussions qu'elles soient financières ou bien sociales, donc baisser les activités de loisirs ou les activités là, pour prendre soin de sa santé et aussi des impacts au niveau aussi professionnel. Donc, les impacts là, ils ont été pas mal documentés. Et vous comprenez assez vite là, que l'approche aidance, elle est synonyme du care. Bon, qu'est-ce que le care? En français, a été traduit par sollicitude ou bien le soin. Puis il connote vraiment le souci de veiller au bien-être d'un proche et se base vraiment sur une base du don. Donc, on aide sans attendre quelque chose en retour. Le care, il y a 4 phases. C'est se soucier d'un proche, dans ce cas-ci. C'est le
caring about, se charger de l'état de santé de son proche, taking care of, et accorder des soins. Alors, caring, caregiving, et aussi à la réception de soins, là, le care receiving. Et donc, vous pouvez là quand même constater que la proche aidance, c'est une pratique très sociale et donc elle est très étroitement liée au contexte culturel. Bon, qui sont les proches aidants au Québec? Ici, là, il y a une espèce d'affiche de l'appui, un organisme qui soutient les proches aidants, principalement là, les proches aidants d'aînés au Québec. Les données datent de 2016, du recensement de 2011, mais quand même, ça n'a pas beaucoup changé. Encore aujourd'hui, c'est à peu près le quart de la population québécoise accomplit le rôle de proche aidant. C'est un rôle majoritairement féminin. Les proches aidantes et les proches aidants en général sont à l'emploi. Ils ont en moyenne là, entre 45 et 64 ans. Les proches aidants soutiennent de différentes manières, que ce soit l'accompagnement pour des rendez-vous médicaux, l'aide à l'épicerie, le transport, etc. Mais qu'est-ce que cette affiche-là ne dit pas? C'est que au sein de la population québécoise, il y a quand même 50 000 immigrants en moyenne admis annuellement depuis 2010, que la population aînée, elle est de plus en plus hétérogène, c'est-à-dire elle a une provenance vraiment variée de différents pays dans le monde. Là, elle n'est plus exclusivement, comme elle a été dans le passé, européenne. Là, on peut penser française, italienne, portugaise. Donc, elle est plus variée que ça aujourd'hui et que les aînés immigrants ont des pratiques culturelles différentes, puis ça se voit dans leur mode de vie. Un exemple, là, le plus frappant, c'est les aînés immigrants ne vivent pas seuls. Il y a qu'un très petit pourcentage d'aînés immigrants qui vivent seuls. La majorité vivent dans des ménages multigénérationnels et ce n'est pas uniquement la résultante là, d'une politique de parrainage familial, c'est plutôt vraiment des pratiques culturelles là, qui viendraient, et aussi par leur profil linguistique. Les aînés migrants, il y a une bonne partie qui ne maîtrise pas bien le français et l'anglais et qui ne se sent pas à l'aise de parler de sa santé dans une des deux langues officielles. Et on peut juste imaginer là, le rôle important que prennent les proches aidants auprès des aînés migrants pour faciliter justement, là on parle de santé, là, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, le contact avec les instances gouvernementales. Alors, bon, c'est parfait tout ça, mais donc quand on veut étudier la proche aidance, qui est un phénomène social, s'inscrit dans un contexte culturel particulier, comment on le fait quand on veut l'étudier chez les communautés ethnoculturelles? Sachant que les communautés ethnoculturelles ne constituent pas un bloc homogène, ce sont des communautés qui ont des réalités différentes, des pratiques différentes. On peut penser une communauté italienne versus une communauté indienne. Là, vraiment, ce n'est pas du tout pareil. Aussi, les membres d'une communauté sont différents les uns des autres en raison du parcours migratoire. On peut penser à une réalité là, d'une famille de réfugiés qui arrive au Québec, au Canada de façon générale, ou d'un investisseur, un immigrant investisseur qui arrive avec $1 million comme minimum d'investissement. Donc, ce n'est pas la même réalité, pas le même parcours migratoire et donc pas la même position sociale. Et aussi, il y a différents niveaux d'assimilation aussi chez une même communauté. Là, on n'a pas les mêmes niveaux d'assimilation. Ajouter à cela des facteurs culturels et comment on réagit, comment on agit avec le genre et les croyances, etc. Donc, en bref, ça fait beaucoup de diversité au sein de groupes déjà divers. Et comment on fait pour étudier la proche aidance au sein des groupes ethnoculturels? Un paradigme prometteur, c'est l'intersectionnalité. Qu'est-ce que l'intersectionnalité?
l'intersectionnalité, grosso modo, c'est une paire de lunettes. Elle a été inventée pour voir les problématiques, voir le monde. On peut dire que ça a été inventé, cette paire de lunettes-là, entre de gros guillemets, là, inventée en 89. Donc, ce n'est pas une technologie très récente, mais elle est bien efficace parce que l'intersectionnalité, elle a fait ses preuves depuis. Pas juste pour les questions là, d'écoféminisme, comme elle a été à l'origine, mais vraiment dans différents domaines, incluant la sociologie de la santé. Et donc, qu'est-ce qui est spécial avec l'intersectionnalité? C'est elle permet là, de mettre en lumière là, des phénomènes assez complexes. Elle est sensible, là, comme on passe au peigne fin, une problématique. Donc, on fait comme un gros zoom là, sur des différences. Bon, elle nous permet quand même de voir l'image, the big picture, l'image globale, mais on est vraiment aussi dans le fin, dans le détail. Et au-delà de la superposition de réalités, ici, cette image-là, on a par exemple le racisme envers les personnes noires et le sexisme envers les femmes. Et donc, une femme noire, elle a l'intersection de ces deux réalités-là. Ça va au-delà de la superposition. C'est vraiment, ça crée une réalité unique. Ici, là, par exemple, le racisme en couleur rouge, le sexisme bleu, ben, l'intersectionnalité rouge et bleu, là, si je ne me trompe pas dans mes couleurs, ça fait mauve, eh ben, ça crée une réalité unique à une femme noire. Par exemple, quand ça a été mis sur le point, là, ça, c'est la réalité américaine pour la lutte contre le sexisme et le racisme là, aux États-Unis. Et donc, ça nous paraît, en tout cas, ça me paraît prometteur pour étudier les différences au sein de groupes déjà différents qui vivent différentes réalités. Ici, il y a un exemple quand même concret. L'intersectionnalité a été appliquée à l'approche-aidance aux États-Unis et comme vous pouvez le voir, elle permet d'identifier des différences de genre, identifier des différences en termes de groupes ethnoculturels et aussi identifier des ressemblances, des similarités chez les groupes. Donc, vraiment, c'est un outil, une espèce de focus qui nous permet d'être très, très proche et aussi assez loin pour avoir une vue quand même globale. On ne perd pas la vue d'ensemble de vue, justement. Bon, et là, à retenir, là, aujourd'hui, je vous dis, c'est vraiment 3 points. Il est urgent d'étudier l'approche aidance chez les communautés ethnoculturelles, en tout cas au Québec, étant donné que l'immigration n'est pas un phénomène nouveau, bien au contraire. Et il y a une espèce de momentum au Québec, là, de la part du gouvernement pour reconnaître le rôle des proches aidants, le statut officiel de proche aidant. Et pour des questions d'équité, on veut que toute la population se sente concernée par ça et ça commence par la recherche. On ne peut pas émettre des mesures gouvernementales s'il n'y a pas de données scientifiques à ce sujet. L'approche aidance relève du fait culturel parce qu'elle s'inscrit vraiment dans des pratiques sociales. Qui dit société dit pratiques culturelles spécifiques et influencées par différents facteurs. Et un dernier point vraiment à retenir, c'est le potentiel de l'intersectionnalité comme une espèce de paire de lunettes, une manière de voir et de comprendre une réalité ou une problématique. Dans ce cas-ci, l'approche aidance. J'espère que je n'ai pas été trop vite parce que là, je ne vois plus personne, mais ça conclut ma présentation et si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'approche aidance, est-ce que c'est une pratique occidentale? Ça vient d'où l'approche aidance? Oui, c'est une bonne question. L'approche aidance n'est pas une pratique occidentale. Qu'est-ce qui est occidental, entre de gros guillemets, c'est peut-être la terminologie qui a d'ailleurs évolué. C'était aidant naturel et proche, aidant informel, parce que là, on comparait avec les danses formelles qui viennent du milieu médical et les danses informelles du milieu de la maison, du foyer, du milieu du privé. Mais c'est une pratique humaine. Je crois à toutes les sociétés, surtout en ce qui concerne les aînés, on en prend soin, que ce soit un membre de la famille immédiat comme un parent âgé ou des grands-parents ou un grand-oncle ou une grande-tante. C'est plutôt
humain. Je crois que c'est un dénominateur commun à plein de sociétés, plein de cultures, la proche aidance. Mais elle peut ne pas être appelée proche aidance. Donc, Frédéric Dufresque aurait aimé te recruter pour ce genre de présentation. Et la question était donc, là, on a parlé de l'importance de faire de la recherche en matière de proche aidance ethnoculturelle. Est-ce que les outils sont utilisés en recherche? En fait, c'est quoi the state of art de la proche aidance ethnoculturelle dans la recherche au Québec? C'est-à-dire l'état des lieux, c'est ça, l'état des lieux de la recherche sur la proche aidance au Québec, si je comprends bien, c'est ça? Oui, exactement. Oui, oui. Ben, il y a une urgence. Il n'y a aucune étude au Québec faite sur la proche aidance chez les communautés ethnoculturelles, d'où mon retour aux études, parce que j'étais professionnelle de recherche avant, etc. Et il y a un manque flagrant de données. Et le gouvernement n'instaure pas, n'investit pas dans des mesures ou des projets, des politiques et surtout des programmes terrain, là, que ce soit au réseau de la santé ou au niveau communautaire, sans données probantes, et donc des données scientifiques à l'épreuve qui ont fait leurs preuves. Et il n'y a pas grand-chose sur, vraiment, c'est quasiment nul, là, les études sur la proche aidance ethnoculturelle au Québec. Au Canada, il y a quelques études faites à Toronto, en Colombie-Britannique, qui datent des débuts des années 2000, parce qu'il y a eu un petit momentum après ça a tombé là un petit peu, et donc ça date. Le plus gros de la recherche, il est vraiment fait aux États-Unis sur la communauté latino-américaine, afro-américaine et sino-américaine, asiatique de manière générale. Et donc, on a du retard à rattraper au Québec. Le Québec, il est avant-gardiste quand même avec sa politique de proche aidance. Et il y a quelques programmes là, qui inspirent même des pays européens pour ça. Mais sur la question de communauté ethnoculturelle, il y a du travail à faire. Oui, donc toujours Frédéric Dufresque aimerait bien plus d'informations sur ton projet de recherche, comment il s'inscrit dans l'étude de la proche aidance avec une vision ethnoculturelle. Oui, j'ai le temps de répondre? Oui. Oui. En fait, mon projet de recherche va prendre comme étude de cas la communauté maghrébine vivant à Montréal qui soutient un aîné pour voir quelle est son utilisation des services qui existent pour les proches aidants, parce qu'il existe une série de services de répit, de formation, de groupes de soutien psychosocial pour accompagner les proches aidants dans leur rôle de proches aidants, parce que c'est un rôle exigeant, épuisant. Parfois, ça mène au burn-out, malheureusement. Et donc, pour éviter tout ça, pour éviter que les proches aidants deviennent des patients pour le réseau de la santé, il y a quand même toute une gamme de services offerts au niveau communautaire pour les proches aidants. Et il faut documenter comment est-ce que la communauté maghrébine, comme étude de cas, utilise ces services-là et pourquoi, et aussi elle ne les utilise pas, quelles sont les raisons et où est-ce que ces proches aidants vont chercher leur soutien pour qu'on puisse comprendre comment mieux les soutenir, comment faire des politiques de santé publique plus inclusives pour n'importe quel profil de proche aidant. On lâche pas. Merci beaucoup, Amina. C'était vraiment intéressant comme présentation. La prochaine présentatrice s'appelle Laura Maud Arest. Laura Maud est étudiante au doctorat en psychologie communautaire à l'UQAM. C'est une chère collègue. Je suis très contente qu'elle soit là aujourd'hui. Et elle nourrit une passion pour le Japon et les lapins. Donc, on l'applaudit. Aujourd'hui, elle va présenter le suicide honorifique au Japon en mythe et réalité. Bonsoir, je suis vraiment contente d'être ici parmi vous. Ce que j'aimerais faire ce soir, c'est re-questionner une image qu'on a. Et cette image-là, c'est celle qu'au Japon, on peut se suicider pour récupérer son honneur. Donc, j'ai une question très importante pour vous.
avant qu'on passe à autre chose. Qui d'entre vous a déjà vu le film Le Dernier Samouraï? Pas tant de monde, finalement. Je croyais qu'on serait plus nombreux à avoir vu. Il y en a sur deux? OK, bien, génial! Je me sens moins seule, soudainement. C'est parfait. Et je ne suis pas là pour faire une critique cinématographique de ce film, mais plutôt pour soulever des images qu'on a dans l'imaginaire collectif et qui sont représentées par Tom Cruise et les samouraïs. Donc, une des premières choses qu'on voit dans le film, ce sont des samouraïs qui sont sur un champ de bataille, pour qui l'honneur est central. Et il va y avoir une scène, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas vraiment le contenu graphique, mais il y a une scène de harakiri, ou c'est appelé seppuku. Donc, pour vous expliquer brièvement, sans trop rentrer dans les détails, c'est une façon ritualisée de se donner la mort avec un sabre. Donc, ça implique de se trancher l'abdomen. Et, excusez, non, mais c'est important historiquement. Vous allez voir, hein. Je ne vais pas juste décrire des choses glauques. Mais aussi, ça implique qu'une personne tranche la tête après. Donc, c'est des images qui sont encore présentes. C'est une romantisation d'une époque en particulier, dans un contexte particulier social. Et ce qui est problématique, c'est que dans la culture populaire, c'est non seulement présent, mais dans le milieu académique, c'est aussi présent. Pendant mon bac, je me suis déjà fait dire dans des cours qu'au Japon, il y avait beaucoup de suicides à cause de l'héritage des samouraïs. Comme quoi, les Japonais, quand ils ont honte, eh bien, ils se suicident. Ce que je propose ce soir, c'est de déconstruire cette croyance-là. Et comment le faire? Oh, pas en retournant en arrière. Un peu ça, parce que ce que je propose, c'est un parcours historique. C'est quasiment voulu. C'est quasiment voulu. Donc, bonjour, Tom Cruise. Donc, c'est de faire un parcours historique en se concentrant surtout sur le 20e siècle pour voir à quel point, dans une culture, rien n'est fixe. Il y a des choses qui s'opposent, c'est dynamique, ça change avec le temps. Et dans une même période aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est très facile de l'oublier quand on étudie une culture qui n'est pas la nôtre. Je me permets de vous donner des petits repères historiques avant qu'on voyage dans le Japon. Donc, je vais commencer par parler de la période Edo qui commence en 1616, qui va prendre fin en 1668. Ensuite, on voyage à l'ère Meiji, qui commence en 1668 et qui prend fin en 1912, avant d'aller dans une période de guerre dans laquelle le Japon va être très impliqué au 20e siècle. Et enfin, on va regarder après, petit problème de micro. Donc, l'époque contemporaine, après 45, comment ça a évolué, la perception du suicide au Japon. Donc, excusez, Donc, l'ère Edo, c'est une période qui est très imagée dans notre imaginaire collectif. C'est une période à laquelle le régime qui est en place est un régime qui est militaire et c'est là que la classe des samouraïs va être c'est la classe sociale qui est en force. Donc, ils ont des valeurs particulières et ça se caractérise aussi par une fermeture des frontières, ce qui va contribuer à la singularité de la culture japonaise. Et ça va donner plein de surprises quand les Européens, les Américains vont débarquer après, quand le Japon va réouvrir, ils vont se dire « Oh, OK, c'est différent. » Je suis sincèrement désolée, je suis là-dedans avec les sens. Donc, durant la période Edo, il y a plein de choses qui se passent. Mais une des choses qui se passe en particulier, quand je dis il y a plein de choses qui se passent, c'est à propos du suicide. Donc,
Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a des va-et-vient, ce qui est considéré correct, une décennie n'est plus considéré correct. Mais chez les samouraïs, il y a le fameux rituel du harakiri qui marque vraiment l'imaginaire. Et ça, l'utilisation principale de ce rituel-là, ça va être pour les condamnations à mort. Pourquoi? Eh bien, parce que les samouraïs sont une classe sociale plus élevée et on veut quand même leur laisser la chance de partir avec honneur. Donc, c'est pour ça que c'est une peine de mort. Et ce qu'on peut en déduire du fait que ce soit cette façon-là qui soit choisie de se donner la mort plutôt qu'une autre, c'est que c'est plus une question de démontrer sa masculinité et sa bravoure que le désir de mourir en soi. Donc, ça m'en dit beaucoup et c'est très difficile, en fait, de faire un harakiri dans la formalité demandée par le code d'honneur des samouraïs. Il faut que ça se fasse dans le calme. Évidemment, il n'y a pas vraiment de monde finalement qui était capable de faire ça dans le calme quand tu es peer pressure. Fais-le. OK. Donc, au final, c'est pour ça que j'expliquais un peu le rituel du harakiri. On est passé de la personne prenait le sabre et se tranchait le ventre à il y a une épée en bois devant le samouraï, il tend la main et il y a juste une décapitation. Donc, ça s'est très simplifié au cours même de la période Edo, finalement, c'était plus une symbolique. Et une fois, OK, là, devant la lumière, non. On passe à l'ère Meiji. Le shogunat, qui était le régime en place, s'écroule. La caste des samouraïs aussi. C'est une période qui va connaître de nombreux changements, notamment par l'ouverture des frontières. Nos amis européens, mes ancêtres, ils débarquent et ils sont surpris. Ils sont stupéfaits par rapport à ces condamnations à mort par harakiri. Mais aussi, les Japonais se retrouvent face à des forces colonisatrices très puissantes. Et ils ne veulent pas perdre la face. Donc, le gouvernement japonais fait deux choix. Ils veulent moderniser, et à cette époque-là, la modernisation était synonyme d'occidentalisation, et de la création d'une identité nationale uniforme. Et il va y avoir plusieurs courants qui vont découler de ces mesures-là, qui vont à la fois s'opposer, mais aussi se compléter. Il y a beaucoup d'interactions entre les différents courants. Et le premier courant qu'il va y avoir, et c'est le plus puissant, qui continue même après dans le 20e siècle, et même au 21e siècle, c'est le courant de pensée, de cette façon de concevoir le suicide qui est en primauté. Et c'est celle du suicide comme un problème médical. Donc, pourquoi au Japon, on a commencé à médicaliser le suicide? Eh bien, c'est en grande partie parce que la médecine occidentale est alors un symbole de puissance, de modernité. Et c'est alimenté notamment par des succès comme la lutte contre le choléra et aussi des découvertes comme celle des bactéries, la syphilis aussi. On est capable d'expliquer des problèmes au cerveau avec la syphilis par des bactéries. Donc ça l'impressionne. Ça fait en sorte que la dépression et le suicide deviennent identifiés comme des maladies. Et le gouvernement japonais, au début, ce qu'il veut, ce n'est pas de venir en aide aux personnes qui vont avoir ces diagnostics-là. Non, ça serait trop simple. Mais bien d'identifier les personnes qui pourraient nuire à l'identité nationale unifiée. Donc si tu es catégorisé comme étant malade mentalement, on va tenter de t'isoler de la société. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à ce moment-là enfermées chez eux, aux frais de leur famille. D'un autre côté, surtout chez les jeunes qui vont vouloir s'opposer à cette rigidification des normes sociales japonaises, on va avoir un mouvement qui s'appelle le suicide philosophique. Donc, pour ces jeunes-là, il y a une perte de sens de la vie. Mais aussi, c'est là où est-ce qu'on va voir apparaître aussi des lieux qui vont être très populaires pour se suicider.
juste entre 1903 et 1907, c'est bien ça? Oui, 1907, c'est 40 suicides et 140 tentatives de suicide à une seule et même cascade. Et en réponse à tous ces suicides-là, les médecins, eux autres, se sont dit, eh bien, en fait, c'est dû à des lésions dans le cerveau. Et donc, c'est venu décrédibiliser toutes les revendications qu'avaient ces personnes-là. Et c'est là que le suicide comme problème médical était un outil de maintien du status quo. On revoit un retour. Ce que j'ai oublié de dire aussi dans la médicalisation du suicide, c'est que dans tout ce temps-là, il y a quand même deux sortes de suicides qui vont être considérés comme étant partie intégrante de l'identité japonaise et correcte. Donc, ça fait partie des contradictions qu'on trouve dans une culture. C'est qu'il y a des suicides qui sont bons, il y a des suicides qui sont mauvais. Et le harakiri va rester un bon suicide et le shinju, qui est le suicide de deux personnes qui s'aiment, ça peut être des amoureux, mais aussi deux membres d'une même famille qui ne peuvent s'aimer sur Terre, et bien ils décident de mourir ensemble. Donc ça va être considéré comme étant des suicides honorables qui permettent de conserver l'honneur. Mais le reste, non, ce n'était pas honorable. Et on voit un regain aussi de cette idée-là seulement dans la sphère militaire. De l'idée du suicide qualifié d'honorable au moment des guerres du 20e siècle. Le Japon s'est engagé dans plusieurs guerres au début du 20e siècle parce qu'ils voulaient faire eux aussi de la colonisation. Donc, ils se sont embarqués dans beaucoup de guerres. Et ça a donné lieu à des phénomènes comme les fameux kamikazes du vent. Ça se traduit comme ça. Et puis, oui, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, eh bien, c'était les soldats japonais qui faisaient des attentats terroristes avec des avions. Ils mouraient en même temps. Et l'entraînement militaire des soldats japonais à cette époque-là était fait pour formater le soldat, pour qu'il intègre l'idée que mourir, c'était mieux que d'être captif, que d'être un prisonnier de guerre. Donc, le suicide qualifié d'honorable devient un devoir du soldat qui n'a plus d'issue. Mais les Japonais, ils ont perdu la guerre. Oui, donc ils ont perdu. Et le Japon a continué de changer. Encore aujourd'hui, il continue de changer. Hein, cette culture, ça change. Mais ça va être noté notamment dans... on va poursuivre les recherches qui vont médicaliser le suicide comme un problème de santé. Il va y avoir en même temps des mouvements contestataires autant chez les spécialistes de la santé que dans la population générale, notamment auprès de la psychanalyse, qui va être très contestée. Ils vont dire, mais pourquoi nous autres, on applique des concepts américains et européens dans notre culture? Donc, il va y avoir vraiment un mouvement de se réapproprier des théories neurobiologiques et psychologiques au Japon à cette époque-là. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que les suicides par harakiri, qui étaient déjà rares, qui étaient déjà de plus en plus rares, et ça devient encore plus rare. Déjà en 1973, 0,2% des suicides pouvaient être qualifiés d'harakiri. Et encore là, il n'y avait pas la cérémonie au complet, hein, parce qu'on se rappelle, c'est assez complexe et codifié. Et par contre, qui l'a fait, un vrai harakiri, ça a été médiatisé, ça l'a un peu traumatisé l'Occident, semé la stupeur, à la fois l'admiration, toutes sortes de sentiments qui se sont entrechoqués dans la population japonaise. Et je parle de Yukio Mishima, qui est un auteur. Yukio Mishima, qui est un auteur qui a déjà été nominé pour un prix Nobel de littérature. Et lui, ce qu'il a fait, c'est une personne qui était très patriotique, qui avait un attachement très profond pour les valeurs traditionnelles du Japon. Et face à un Japon changeant, qui s'éloignait de cette image du samouraï, lui, il a décidé de faire un coup d'État. Ça l'a raté. Et face à l'échec de ce coup d'État, avec 4 de ses fidèles, il a fait le harakiri. Et c'est le dernier harakiri médiatisé de la sorte, fait selon
Le protocole samouraï, c'était plus samouraï que les samouraïs eux-mêmes, comme on peut. Et ça a marqué énormément les médias japonais, même à l'extérieur. C'est une image qui nous marque encore. Tu sais, quand je parle de suicide au Japon, souvent les gens ils parlent de harakiri en premier, je pense. Et c'est normal parce que ça marque. Moi, j'avais 8 ans regardant le dernier samouraï et j'en suis encore marquée. Donc, sans vouloir vous décevoir, je ne saurais pas vous expliquer comment est perçu le suicide au Japon aujourd'hui parce qu'il y a tellement de mouvements, justement, qui sont en opposition. C'est quelque chose qui évolue. Mais ce que je peux dire dans les lectures que je fais jusqu'à présent pour ma thèse doctorale, c'est que c'est un enjeu de santé publique. Donc, le gouvernement japonais publie beaucoup de rapports annuels. Il y a beaucoup de recherches dans le milieu qui vont être faites à propos justement des bonnes mesures de prévention du suicide, des facteurs de risque, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne est plus à risque de se suicider. Et aujourd'hui, c'est un geste, le suicide au Japon, qui est généralement stigmatisé. Ça en va à un point où est-ce que les familles qui perdent un membre par suicide préfèrent cacher la cause du décès pour ne pas être stigmatisées, être ostracisées et accusées de la mort du proche. Donc, ça me semble fortement inconcevable avec cette idée qu'au Japon, on peut se suicider pour récupérer son honneur. Donc, j'espère qu'ensemble, on a pu déconstruire ce mythe, parce que qui fut déjà une réalité dans certaines circonstances, mais qui était à nuancer, je crois bien. Et là, avant qu'on passe à la période de questions, j'aimerais prendre le temps de vous dire que si dans la salle ou sur Zoom, il y a des gens qui pensent au suicide, s'il vous plaît, parlez-en. Il y a des ressources. Il y a des ressources. Au Québec, il y a le 1-866 appel, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ici, là, je ne sais pas si ça va être finalement publié sur YouTube, mais pour les gens qui nous regardaient, qui seraient dans un autre pays, il y a un site qui s'appelle Befriender Worldwide. Et ça permet de trouver les centres de prévention du suicide dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas seul. Votre vie est importante. Wow! Oui, donc la question pour les personnes en ligne, est-ce qu'il y a d'autres pays où on fait où on ignore le suicide de la même manière qu'au Japon? J'aimerais peut-être apporter une nuance à la question. Je ne pense pas qu'au Japon, on a fétichisé le suicide. C'était une autre façon de symboliser les choses. Et malheureusement, je ne connais pas tous les pays du monde. C'est sûr que le Japon marque par ces traditions-là, par cet héritage très singulier qui s'explique en partie par l'isolement qu'il y a eu à la période Edo. Mais je ne saurais pas dire, est-ce qu'il y a d'autres pays, encore moins peut-être qui ont fétichisé le suicide. J'espère que ça répond à la question. On a une question en ligne d'Alexis. Donc, si tu passais en entrevue un samouraï, quelle serait ta première question? Je ne sais pas si à l'époque c'était poli poser des questions. Non, mais je me demande honnêtement, mais je demanderais au Genki desu ka, est-ce que ça va bien? Je ne sais pas. Non, ça c'est une bonne question. Non, mais attends, quelle est votre perception de la femme? Oh! C'est bon, ça. Oui, est-ce qu'on a une question là-bas? Oui. OK, donc oui, donc au Québec, on a eu un exemple concret de décès par harakiri-ish, si on veut, là, avec la décapitation. Est-ce qu'au Japon, il y avait. En fait, ailleurs qu'au Japon, pardon. Tu sais, là, on a comme notre regard au Québec et au Japon, mais ailleurs dans le monde, c'est quoi l'état des lieux, si on veut? C'est une très bonne question. Non, mais c'est bien parce que ça nous. Moi, je préfère dire que je ne sais pas, plutôt que dire que je sais. Et tu viens d'apprendre quelque chose, c'est fascinant. Je ne savais pas qu'il y avait eu un cas de harakiri au Québec. J'en apprends, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oh my God, OK, je connais rien de ma culture. Désolée, maman, papa qui regarde. Non, mais c'est une bonne question. Probablement, c'est quelque chose qui est caractéristique dans une culture, peut exister dans une autre culture aussi. C'est tout simplement une question de représentation aussi et de fréquence
Ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y en a plus de suicides pour sauver l'honneur au Japon aujourd'hui. Je n'osais pas dire ça parce qu'il y en a peut-être qui le font pour ça. Je ne connais pas les motivations profondes de tous ceux qui s'enlèvent la vie. Mais c'est complexe et c'est intéressant. On me pense sur le sujet. Oui, on a une autre question. Alors, on pose la question ici. Autrefois, on avait plutôt des raisons de se sauver la vie par harakiri pour l'honneur familial, si on veut. Présentement, au Japon, il y a une culture assez intense là, de la performance, de la productivité. Est-ce qu'il y aurait pas eu une espèce de shift dans les raisons pour lesquelles on s'enlèverait la vie au Japon, ou est-ce que ça pourrait être expliqué par ce mode de vie axé sur la productivité plus loin que ce que l'être humain peut faire? C'est une très bonne question et il y a des suicides en fait qui sont liés justement à l'épuisement au travail au Japon. Ça, c'est un phénomène qui est étudié. L'épuisement au travail, l'anxiété, la performance sont des facteurs de risque du suicide partout dans le monde d'ailleurs, mais qui prennent des proportions parfois de ce que j'ai pu en comprendre dans mes lectures, mais aussi en parlant avec des gens là-bas qui travaillent en prévention du suicide. C'est qu'effectivement, il y a des enjeux. Et là où la notion d'honneur elle est différente, c'est que oui, on veut garder la face, mais on n'ira pas parler du fait qu'on veut se suicider. Parce que vouloir se suicider, c'est stigmatisé. Donc ça rentre aussi dans la problématique du fait, bien, c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Parce que l'aide, elle est difficile à obtenir si on n'en parle pas. Ça vient avec une image qui est collée après. Donc, c'est une bonne question. La notion d'honneur, oui, elle a potentiellement changé aussi. C'est intéressant aussi à soulever du fait que l'honneur pour un samouraï n'est probablement pas le même que l'honneur d'une paysanne à cette même époque-là, mais aussi de quelqu'un qui travaille dans une entreprise chez Toyota et qui fait des 12 heures par jour. Donc, c'est intéressant à réfléchir. On a une question en ligne. Donc, est-ce qu'on connaît quelles sont les croyances quant à la vie après la mort au Japon? Ensuite, je me souviens de vos deux questions. Je pense qu'il y a ma face non, j'ai tellement de choses à apprendre. C'est un peu... je pense qu'une des choses importantes quand on étudie l'interculturalité, c'est d'être humble. Et ça, je ne saurais pas dire exactement. Il y a une tradition bouddhiste au Japon, donc une croyance à la réincarnation, mais est-ce que c'est partagé par tous? Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de syncrétisme au Japon. Le shintoïsme aussi est une religion très prééminente au Japon. Donc, ça devient difficile pour moi de dire qu'est-ce que le shintoïsme va dire. Est-ce que ça vient compléter le bouddhisme? Est-ce que peut-être ça vient créer une opposition? J'ai beaucoup de choses à lire. Hein, ça. C'est un programme de lecture que vous me prévoyez là. Donc, il y avait une question à l'avant, oui. Moi, j'ai deux questions, en fait. La première, c'est, là, tu nous as présenté un peu l'état des lieux plutôt sur une rétrospection historique de ce que tu comprends de la question du suicide et des représentations qu'on pouvait s'en faire. Ce qui m'intrigue énormément, c'est de savoir ce que tu vas faire après. Quelle est ta question de recherche pour la suite? J'ai posé la première question pour les gens en ligne. Donc, on a une bonne idée maintenant de la littérature sur le sud au Japon maintenant. Quelle est ta question de recherche? Comment ton projet de recherche s'inscrit à travers tout ça? Et ma deuxième question, elle est un peu plus intime. Pourquoi tu t'intéresses à ce sujet? Et donc, c'est une question d'ordre un peu plus personnel. Pourquoi tu t'intéresses à ce sujet? Je vais commencer par la première question. La deuxième question, je veux dire, donc, pourquoi le suicide? Parce que c'est une mort qui est évitable. C'est une mort qui, en développant du savoir, en développement de l'empathie, de l'humanité, on peut sauver des vies. Un sourire, des fois, ça suffit à sauver une vie. Et moi, je trouve ça extraordinaire et c'est pour ça que je veux me lever chaque matin et me dire, je peux aider quelqu'un à vivre autre chose que sa souffrance actuelle. C'est pour ça que je me lève le matin.
Pourquoi au Japon? Ben, tout simplement parce que j'adore la culture japonaise et je me suis dit, pourquoi pas? Il y a des gens là-bas qui sont intéressés à collaborer, à travailler. Je trouve que qu'est-ce qui est interculturel est toujours plus intéressant que qu'est-ce qui se passe ici. J'ai toujours eu ce besoin de me dépayser et aussi de me déstabiliser. Donc, c'est ce qui explique ce choix de sujet. Maintenant, pour la thèse doctorale, il faut que j'en parle à Brian demain. J'en parle à Brian demain. Et puis, mais la population à laquelle je m'intéresse, c'est la population des femmes qui, pendant la pandémie de COVID-19, ont connu une hausse du taux de suicide très importante. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ça cache? Est-ce que ça vient révéler des inégalités sociales? Et face à une pandémie, il vient tout exacerber. Et j'ai envie de travailler avec ces femmes-là, si elles en ont envie, pour qu'on puisse avoir ces discussions-là. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc, la question ici, encore d'ordre personnel, qu'est-ce qui t'a fasciné le plus dans tes recherches jusqu'à présent, très marquant? C'est justement ce contraste entre l'image qu'on a du samouraï et l'image qu'a le Japon, que semble avoir le... Parce que je ne suis pas japonaise, donc ça se peut que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est clair que c'est teinté de ma vue en tant que ramondaraise, québécoise. Mais c'est vraiment d'avoir cette perspective historique de me dire, OK, mais nous autres ici au Québec, on dit que le suicide au Japon, c'est un héritage des samouraïs, alors que quand je suis allée au Japon, que j'ai parlé avec le directeur de Befriend Osaka, qui est le Suicide Hotline d'Osaka, lui, ce qu'il me disait, c'est que les gens qui perdent des proches par suicide ont de la misère à aller chercher de l'aide parce qu'ils se font exclure de la société. Donc ça m'avait beaucoup touchée, puis je me suis dit, mais le contraste dans lequel on se retrouve, c'est comme quoi il faut qu'on aussi, du côté de l'Occident, on se mette à jour parce que je ne trouve pas ça acceptable non plus qu'on enseigne ça dans nos universités quand l'information n'est plus juste. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup, Laura Maud. Donc, merci.